Okay, I think we'll start in Très just a moment. bien, je vous propose de commencer dans un instant. Entre-temps, vous voyez une photo vraiment extraordinaire sur votre écran. Donc, il s'agit de notre banque de gènes dans le campus de Seattle. C'est vraiment une installation tout à fait extraordinaire. Il y a eu son lancement il y a quelques semaines, une semaine environ. Donc, nous allons en entendre parler un peu plus tard pendant ce webinaire. Donc, un instant, nous attendons encore quelques collègues pour pouvoir commencer. Okay, I think we will Très launch right. bien. Alors, nous allons commencer ce webinaire en vous remerciant tout d'abord de votre participation, où que vous soyez. Bonjour, bonsoir. C'est une excellente occasion donc pour faire le point avec les collègues et pour donc passer ce moment ensemble. Si vous souhaitez écouter ce webinaire en français, il suffit de cliquer donc en bas sur l'icône du monde et choisir votre canal. Bien évidemment, nous allons enregistrer tant l'original que la traduction pour tous les collègues qui ne sont pas disponibles maintenant pour participer. Et donc, nous allons donc mener aussi une petite enquête dans Menti et nous allons vous envoyer les résultats. Donc, si vous avez quelque chose à dire, à nous communiquer, surtout envoyez un message à l'adresse events@cgir. Et vous savez que c'est la première fois que nous nous réunissons après que notre chère collègue Barbara Wells nous ait quittés. Elle nous manque vraiment énormément avec sa présence. Et donc, c'était vraiment très choquant qu'elle nous quitte. C'était très dur et c'est très dur simplement de reprendre notre routine après la perte d'une telle collègue. Et donc, si vous souhaitez donc soutenir euh, nos initiatives quant à son départ, donc vous pouvez le faire en nous contactant et surtout gardons toujours Barbara profondément dans notre cœur. Donc, c'est vraiment une perte importante. Alors, gardons tout cela dans notre cœur, mais avançons malgré tout. Et donc, voyons quel est le programme de la journée d'aujourd'hui. Nous avons 75 minutes à disposition et de nombreux sujets à couvrir. Donc, commençons tout de suite. Commençons donc en disant que vous tous, vous auriez dû recevoir la communication du board sur donc le management. Donc, vous savez qu'il y a donc l'IMT de transition. Donc, nous souhaitons un bon passage aux collègues donc, qui nous quittent et nous avons la division innovation et recherche. Donc, nous aurons le directeur du partenariat et l'advocacy, la sensibilisation, donc il va dépendre de moi. Il y a ensuite le groupe de ressources et mobilisation aussi qui fera référence à moi-même. Donc, disons que tous les directeurs de l'innovation auront tout notre soutien, le soutien de tous ces GIR. Nous avons vraiment la garantie, vous avez de tout notre engagement et de tout notre soutien pour pouvoir avancer. C'est important. Et maintenant, passons à la situation actuelle. Lors de ce moment de transition, il y a beaucoup d'entre vous qui nous ont posé des questions sur la transition, posé beaucoup de questions sur le rythme du changement, etc. Donc, commençons directement par répondre à quelques questions. Je vais passer la parole à Harold. Oui, permettez-moi d'intervenir. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup d'autres questions qui seront posées pendant ce webinaire, mais j'aimerais simplement vous dire quelle est notre impression, où nous en sommes. Vous avez reçu le dernier bulletin qui a été envoyé hier aussi, dans lequel donc nous partageons un communiqué du System Board qui parle de la première retraite en personne, en présentiel, après la
pandémie. Donc, jusqu'à il y a quelques semaines, ils n'avaient pas eu la possibilité de se rencontrer. Ils ont partagé donc leurs réflexions dans ce communiqué et donc ils partagent leur point de vue, etc. J'aimerais faire quelques remarques. Tout d'abord, je dirais que lorsqu'il y a une crise mondiale, il y a tellement de crises actuellement, il faut continuer à comprendre mieux pourquoi CGIAR peut vraiment contribuer considérablement et grandir justement dans cette situation. C'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, ainsi que d'autres centres. Donc, on est en train de vivre une crise alimentaire, une crise des marchés aussi alimentaires. Et donc, tout dépend aussi de la configuration même de nos systèmes alimentaires. Et donc, il faut réfléchir à cela aussi. Aussi, sur cette base, il faut examiner les défis auxquels nous devons faire face. Et donc, ces défis nous montrent à quel point tout est interconnecté et complexe. Et donc, la réflexion devrait être une réflexion de groupe. Il faut qu'il s'agisse d'un effort de groupe. Chaque centre ne peut pas travailler tout seul. Et donc, voilà, c'est la réalité du travail que nous sommes en train de mener actuellement. Et ceci, donc, nous mène au changement que nous sommes en train d'appliquer au sein de CGIAR. Nous faisons beaucoup de progrès, bien évidemment. C'est difficile d'appliquer un changement si vaste et si profond, mais je souhaite vous remercier, vous tous, pour tous les efforts que vous êtes en train de mener à cette époque si difficile. Depuis notre dernier webinaire au mois de janvier, on a fait beaucoup de progrès sur le portefeuille de recherche avec les 12 initiatives. Il y a eu beaucoup de progrès quant au financement. Et si nous pouvions donc examiner les coûts aussi de CGIAR, disons qu'il y a de bons signes positifs de la part de nos partenaires financiers. Donc, il y a une augmentation considérable du fonds global. On est passé environ à 190 millions par an, 290 millions par an à 230 cette année. Et donc, il s'agit d'une augmentation considérable et nous nous attendons encore plus pour l'année prochaine. Nos partenaires financiers changent un peu leur manière d'œuvrer. Il faut travailler sur la confiance. Bien évidemment, il faut travailler au niveau des seniors également. On a fait un très bon travail, très professionnel, et on va vous en parler davantage dans un instant. Donc, on a beaucoup travaillé à ce niveau-là. Il y a un quatrième point, c'est-à-dire ce changement qui est si important, sans aucun doute, inévitablement est difficile pour nous tous. Le changement n'est pas facile, et surtout à un moment où nous avons dû travailler de manière virtuelle et traverser de nombreuses crises mondiales, ce qui ne nous aide pas et même il s'agit d'une pression sur notre manière de travailler. Donc, sans aucun doute, nous nous trouvons dans un environnement très difficile et nous devons donc travailler encore plus ensemble avec nos centres de manière collaborative. Euh, donc, sur nos opérations et ceci a été souligné ces dernières semaines, surtout on l'a constaté parce qu'il y a tout ce processus de transition qui est difficile et nous nous demandons comment travailler encore mieux avec nos partenaires. Nous devons le faire absolument. Et donc, nous avons observé les différentes communications, nous avons constaté que nous avons fait des pas en avant, mais il y a des choses qui ne vont pas bien, qui ne sont pas correctes. Et donc, nous devons revoir un peu notre communication à ce niveau-là. Et il y a un dernier point. Donc, nous devons travailler sur un environnement qui soit donc positif, même au niveau technique. Nous devons créer, c'est un environnement qui nous soutienne, nous aide avec nos centres pour pouvoir avancer avec un bon rythme de progrès.
Et enfin, nous constatons qu'il y a des signes de fatigue, d'anxiété, d'incertitude. Il y a tellement de collègues qui ont travaillé et ont fait beaucoup d'heures supplémentaires. Donc, pour en arriver où nous en sommes, ce n'est pas une époque facile pour appliquer des changements tels que les nôtres. Et surtout, cela a un impact sur notre équilibre de vie entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Mais ce changement est possible. Et pour procéder de manière correcte, nous devons faire la plupart du travail nous-mêmes parce que ce n'est que notre personnel qui peut vraiment comprendre notre manière de travailler, les procédures, etc. Donc, nous allons élaborer sur cela également. Maintenant, nous devons travailler activement avec nos partenaires. Nous avons donc une réunion en présentiel de nos seniors, de nos leaders, et ils vont pouvoir rentrer dans tous les détails de cette phase de transition et aussi notre engagement politique que nous devons assumer. Et donc, il faudra mieux définir le travail de chaque centre et donc, il s'agissait d'une petite synthèse, tout simplement. Merci. Merci. Nous allons procéder en examinant quelques questions encore et nous allons entendre aussi nos leaders responsables des initiatives. Il y a une question que nous avons reçue au sujet des activités pour garantir un bon travail, surtout pour les collègues d'Afrique du Sud. Ensuite, il y a d'autres questions. Une autre question, on nous demande une mise à jour des résultats du FARA, donc du forum qui a eu lieu, et surtout pour l'Afrique. Il s'agit d'une question extrêmement importante. Il y a de bons signes de la participation de CGIAR dans ces forums, dans les structures consultatives et pour les consultations aussi des équipes individuelles. Et donc, on a fait de bons pas en avant, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, hein. Voilà, il y a eu une première retraite que Harold vient de citer et on a donc un panel consultatif de haut niveau pour aider donc toutes les parties prenantes dans cette phase de transition. On va réunir des représentants des gouvernements, des donateurs, des universités et le secteur privé également. Il y aura aussi des annonces qui seront faites ainsi que la présentation de données claires et de faits. Et donc, pour guider nos engagements d'avenir, il y aura un cadre d'engagement également pour nos travail de partenariat et de sensibilisation. Et donc, ce cadre contient une série de propositions sur les systèmes à appliquer, sur le travail en étroite coopération avec nos parties prenantes et nos partenaires dans cette stratégie d'innovation. Donc, ce panel va se concentrer sur les capacités de partenariat, comment donc concentrer nos capacités tout en protégeant nos connaissances, nos compétences pour assurer de bons résultats. Donc, cette équipe de seniors va donc appliquer ce cadre stratégique pendant une année avec des consultations pour s'assurer que toutes nos parties prenantes soient toujours bien informées dans un dialogue constant avec le CGIAR, avec toute une série d'initiatives et donc le développement de nouvelles structures opérationnelles par toute une série de communications sur notre site. Nous avons travaillé de manière constructive sur les points critiques de cette phase de transition. Vous aurez constaté qu'il y a eu certaines critiques qui nous sont parvenues par différents canaux. Donc, il est important d'avoir une bonne représentation. Donc, je vous invite à examiner toutes ces ressources, à regarder notre chat, les données, les faits, etc. Avec l'engagement de nos partenaires et de toutes les parties prenantes,
importante. Nous pouvons vraiment faire de grands pas en avant vers cette phase de transition. Passons maintenant à la table ronde africaine. La semaine dernière, à Abidjan, la Banque africaine de développement et le Forum pour la recherche agricole en Afrique, le FARA, ont réuni la Commission de l'Union africaine, des communautés économiques régionales et des représentants d'instituts de recherche agricole pour le développement, avec des collègues du CGIAR, pour approfondir nos contacts et veiller à ce que nos réformes reflètent les besoins des agriculteurs africains. Il s'agissait d'un dialogue qui était attendu depuis longtemps, mais qui s'est avéré très franc et constructif. Il s'agissait en fait d'une réunion de planification pour des consultations de haut niveau qui sont prévues à Dakar en mai sous l'égide du président du Sénégal. En amont de la réunion de Dakar, nous avons convenu de travailler avec le FARA, la BAD et l'UA afin de nous engager dans une série ambitieuse de consultations électroniques qui pourraient toucher plusieurs milliers de parties prenantes afin d'élaborer une position consensuelle sur l'orientation de la science et de l'innovation dans le système alimentaire qui contribuera à informer et à faire avancer nos réformes en Afrique. Donc, c'est une superbe opportunité et nous voudrions remercier nos amis africains pour faciliter notre engagement et nos consultations. Maintenant, l'autre ensemble de questions, et là, je vais me tourner à la structure du CGIAR. Comment pouvons-nous garantir que la structuration actuelle d'un CGIAR nous rend plus compétitifs sur le marché mondial de la recherche agricole? Elvin. Merci. Excellente question. Je vais répondre de 4 manières. Je pense que One CGIAR nous aide à améliorer nos sites. Nous avons déjà vu avec des initiatives avant de mettre en place la nouvelle structure opérationnelle, la possibilité d'avoir un portefeuille avec l'aide de nos équipes scientifiques et nos directeurs scientifiques, de nos groupes scientifiques. L'offre était tellement bien reçue par notre conseil du système. Ils étaient heureux de voir le genre d'intégration que nous n'avions pas pu obtenir dans le passé. Et ça, c'est juste le début parce qu'on peut faire bien mieux à l'avenir. Donc, ça nous a aidés pour notre offre scientifique, pour pouvoir avoir accès à notre fonds. Et c'est difficile parce que ces sommes ne sont pas garanties. Il faut continuer à innover pour maintenir ce financement et pour l'augmenter. On commence à pouvoir le faire maintenant. Cela peut nous aider dans nos financements bilatéraux. Il y a des signes de notre capacité de mettre en place un système de financement plus intégré et il y a beaucoup de fournisseurs qui cherchent des propositions plus grandes, plus intégrées au niveau mondial, mais également au niveau de chaque pays. Et je reviendrai là-dessus. Tout d'abord, c'est notre offre scientifique. Deuxièmement, notre capacité à nous engager au niveau national et régional. Il y a beaucoup de connexions des financements qui sont déjà garantis et nous sommes sûrs que cela va pouvoir se poursuivre. Mais cette structure va pouvoir nous permettre aux pays, aux organisateurs, aux directeurs régionaux qui peuvent travailler avec nous, travailler avec le CGIAR, de mettre en place des propositions plus compétitives, des financements plus garantis. Il y a beaucoup de financements au niveau régional. On l'a déjà vu, on a accès à tout cela, mais nous pensons pouvoir faire mieux. Et je dis compétitif avec un peu de prudence parce que nous savons tous que l'attrait de notre offre est basé sur notre capacité de collaborer et de travailler les uns avec les autres, pas de façon compétitive, mais de façon collaborative. Le troisième élément, c'est la qualité de notre personnel. One CGIAR, nous pensons, sera beaucoup plus attrayant pour le personnel. Ils pourront venir avoir accès à des milliers d'emplois
partout dans le monde et ce sera plus facile pour le personnel de se transférer une fois qu'ils sont dans One CGIAR et postuler à des postes partout dans le monde. Et pour l'instant, c'est beaucoup plus difficile de passer d'un centre à un autre. Donc, le nouveau CGIAR, avec la nouvelle réputation que nous aurons, pourra attirer des talents. Et les coûts, ça c'est le dernier point, nous avons besoin de travailler constamment sur notre rapport qualité-prix. Et les opportunités qui surgissent pour être opérationnelles en tant que One sont énormes. Ça prendra du temps de réaliser tout cela, mais imaginez notre capacité, une fois que nous pourrons négocier et réduire les prix d'achat dans différentes parties du monde, ou notre capacité dans le temps de regarder comment nous pourrons consolider nos bureaux pays. Parfois, nous sommes éparpillés dans beaucoup de capital et nous ne réalisons pas les gains d'être dans un seul endroit. Et il y a bien d'autres exemples. Donc, il y a pas mal d'opportunités et tout cela prend du temps. Tout ce qui concerne les coûts, la gestion des coûts, mais nous pensons que nous pouvons faire cela. À vous, Claudia. Merci, Erwin. Il y a pas mal de questions sur notre chat qu'on pourrait répondre en temps réel. Donc, lisez-les, bien que nous ayons des réponses en direct. Et une dernière question avant de passer à la science. Et là, la question, c'est sur le dernier point que Elwin proposait. Et j'ai vu des questions là-dessus dans le chat. Quelles mesures seront prises pour que le CGIAR soit plus rentable? Elwin, vous êtes sur mute. Oui, c'est relié à la dernière question parce que ces choses sont tous interconnectées. Il y a beaucoup de niveaux pour répondre à cette question. Tout d'abord, je dirais que ce n'est pas l'objectif de One CGIAR. Il faut être conscient des coûts. C'est une critique commune de nous tous, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les meilleurs pour la gestion des coûts, bien que nous ayons fait beaucoup d'efforts pour faire cela. Et j'ai vu des questions sur le chat. Et une chose que je peux vous dire, c'est que la structure opérationnelle que nous avons présentée au mois de janvier, nous avons conçu cela avec l'intention de ne pas augmenter les coûts de gestion au-delà de ce que nous avons à présent. Et en fait, je pense que ça va baisser les coûts. Ce que nous ne faisons pas, c'est de rajouter une couche hiérarchique de directeur et maintenir le reste tel qu'il est. En fait, on prend les grands talents que nous avons et on les redirige dans beaucoup de cas. Dans d'autres cas, ils continuent à faire ce qu'ils font pour servir l'ensemble du CGIAR. Donc, c'est une transition des compétences et soutenir tout ce que nous faisons plutôt que d'avoir une couche supplémentaire. Et peut-être que nous ne l'avons pas bien expliqué. En fait, nous ne rajoutons pas d'autres niveaux pour rajouter des coûts. Et là, on n'enlève pas des coûts. Il y a bien d'autres façons de regarder les coûts, comme je l'ai dit auparavant. C'est une question de compétitivité, mais les opportunités sont énormes et la façon dont je vois les choses, c'est que maintenant, si nous pouvons le faire, et je pense que nous pouvons le faire, nous pouvons avoir accès à plus de financement que nous avons pu le faire dans le passé. Et lorsque ces financements vont s'accroître, on va trouver des moyens de gérer ces coûts pour que les coûts n'augmentent pas tous en même temps que l'augmentation de nos financements. Et ainsi, on va pouvoir gérer nos coûts pour trouver des façons plus efficaces pour réaliser ce dont nous avons besoin dans la recherche et augmenter le financement de notre recherche. Claudia, je vous redonne la parole. Merci, Alwen. Maintenant, nous voudrions passer un peu de temps pour parler de la science. Et nous avons avec nous plusieurs de nos leaders d'initiative et c'est très intéressant. J'aimerais rappeler à tout le monde que nous sommes ravis que le Conseil du système ait approuvé toutes les initiatives que nous avons mises en avant et ces initiatives sont au
stade de démarrage et c'est vraiment des exemples très passionnants de la façon dont les équipes ont été mises en place dans tout le CGIAR pour réaliser ce que nous voulons réaliser dans la prochaine génération de programmes de recherche et manifester ce One CGIAR. Donc, très motivé d'écouter ces leaders scientifiques. Et pour commencer, je vais donner la parole à Sonia Vermeulen, qui est notre nouvelle directrice mondiale de l'innovation génétique, qui se joint à nous pour la première fois dans ce webinaire, dans cette nouvelle fonction. Donc, elle a pris cette responsabilité et nous l'apprécions. Donc, Sonia, vous avez la parole. Merci, Claudia. Merci pour cette présentation et j'aimerais remercier cet hommage à Barbara Wells. Je pense que ça a été apprécié par un grand nombre d'entre nous. Donc, bonjour à tous, à tous les participants et un grand bonjour aux personnes dans le domaine de l'innovation génétique et je serais ravie de travailler avec vous. Donc, en ce qui concerne nos initiatives, nous avions 5 innovations génétiques qui ont été revues et approuvées par le Conseil du système en décembre et surtout le travail qui se passe en continu, en permanence, les banques de gènes, le programme de sélection de variétés de plantes. Nous avons encore d'autres choses à faire, à revoir par notre ISDC, notre conseil de développement et le conseil du système. Et ça, c'est la génétique de précision. C'est un nouveau domaine de travail pour nous. Donc ça, cela sera fait au mois de juin. Mais aujourd'hui, on doit se concentrer sur une initiative et ça, c'est le réseau pour permettre aux outils, aux technologies, aux services. C'est une initiative qui soutient les programmes de lecture et les systèmes de semences qui fournissent les semences aux agriculteurs. Et aujourd'hui, nous avons Yang-Kwa Lee, qui est la leader de cette initiative. Nous avons également d'autres personnes qui est le co-leader et j'aimerais donner la parole à Yang-Kwa qui va nous donner des détails sur cette initiative. Donc, vous avez la parole, Yang-Kwa. Merci beaucoup. J'aimerais voir mes diapositives, s'il vous plaît. Merci. Donc, je suis ravie d'être ici pour vous parler d'une des initiatives du CGIAR sur les technologies. L'objectif de cette initiative, c'est de soutenir notre organisation, notre processus permanent pour accélérer le développement des variétés dans tous les domaines. Il existe 5 lots, un qui est basé sur la stratégie, où nous devons investir, quelles technologies, quels outils, et 3 autres lots pour établir les services, et le 5e qui se concentre sur l'adoption de ces services dans des programmes, des opérations de routine. Notre thème pour 2022, c'est la consultation et la stratégie. La consultation et la stratégie. Et ici, nous sommes vraiment conscients que c'est une année de transition et beaucoup de choses sont encore en attente. Et nous voulons mettre en place cette initiative étape par étape avec la mise en place du CGIAR. Et nous savons que lorsque nous adressons le travail en continu et lorsque nous l'optimisons, nous devons être stratégiques et pratiques. Nous devons le permettre. Donc, j'aimerais vous montrer dans ma prochaine diapositive. Voici donc les résultats principaux que nous avons identifiés. Ce sont nos priorités pour 2022. Et par conséquent, nous avons les résultats principaux pour soutenir les progrès en 2023 et 2024. Et tout d'abord, nous avons les priorités régionales et les demandes d'évaluation pour les outils, les technologies et les services. Et nous le ferons en été. On ne va pas seulement nous concentrer sur le CG, mais également les partenaires NARES, région par région. Ensuite, nous aurons des efforts en ce qui concerne les coûts et la bonne dimension de nos services régionaux et mondiaux. Et il y a un effort plus large pour valider une structure
pour les opérations de sélection et nous devons mettre en place une équipe, une petite équipe, une équipe de planification qui sera dédiée pour ces 2 objectifs. Et finalement, le dernier point, nous devons établir des réseaux de gestion process et définir des systèmes de gestion qualité, surtout pour les centres qui ne les ont pas déjà établis. Et pour soutenir cela, nous devons avoir une équipe de soutien de gestion processus. Et ça, c'est pour soutenir les programmes de sélection de variétés de plantes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, nous allons un travail qui n'est pas facile, absolument, mais il s'agit d'un travail permanent et nous souhaitons vraiment faire de grands pas en avant dans ces objectifs. De quoi s'agit-il? De la définition d'un modèle opérationnel pour 2 services clés fondamentaux. Tout d'abord, donc, l'analyse de nos cultures et ensuite un bon système de gestion et de numérisation pour nos utilisateurs. Donc, voilà, je suis à votre disposition pour toute question si vous en avez. Très bien, c'est vraiment magnifique de voir ces progrès, ce cadre d'évolution, cette programmation, donc pour renforcer nos capacités. Donc, je vous remercie d'avoir partagé tout cela avec nous. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à notre ami qui va donc nous en dire davantage, Fred Kiziko. Merci beaucoup, Claudia. Merci beaucoup de me permettre de participer à ce panel. Bonjour, bonsoir, chers collègues, où que vous soyez. Je vais essayer de partager ma présentation à l'écran. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez la présentation à l'écran? Oui, oui. Alors, pardonnez-moi, j'ai eu quelques petits problèmes techniques, mais bienvenue à vous tous et j'aimerais partager donc quel est ce programme d'intensification durable de nos systèmes donc agricoles mixtes. Donc, il s'agit de différentes entités qui sont actives au sein de ce système. Et comme cela a été dit au début, il y a beaucoup de défis à surmonter, même si la plupart de production agricole se trouve dans le Grand Sud, eh bien, il y a tellement de problèmes, de défis, par exemple, dû au système, la croissance de la population, la sécheresse, la migration, les crises mondiales, les changements dans les comportements de consommation et tout cela a un impact sur nos systèmes. Et donc, cela a un impact également sur la qualité de nos problèmes et tout cela est dû aussi au conflit, à la migration. Nous nous concentrons sur ces défis, mais ces crises mondiales ne peuvent pas être abordées de manière séparée. Voilà pourquoi il est important que nos systèmes soient intégrés au niveau mondial, donc avec des options, en essayant de maximiser nos capacités, de les accroître. Quelle est notre approche? Nous voulons faire en sorte qu'il y ait moins d'impact négatif au niveau de l'environnement pour nous permettre d'aboutir aux résultats que nous souhaitons. Donc, nous souhaitons maximiser au maximum nos synergies, éviter les compromis et enfin essayer de garantir l'efficacité de nos ressources et donc garantir une meilleure résilience, équité de nos systèmes. Et ici, vous voyez quelques images qui vous montrent donc les systèmes sur lesquels nous travaillons dans les forêts ou alors avec des systèmes mixtes pour l'élevage également, l'alimentation mixte. Vous voyez aussi que nous travaillons sur l'accroissement des compétences de nos groupes de travail. Donc, pour permettre
permettre une meilleure productivité. Nous avons nos systèmes qui donc se concentrent sur les capacités au niveau local, par exemple en Éthiopie, au Malawi, au Bangladesh, au Népal. Donc, nous avons tous ces systèmes mixtes au Laos également, ainsi qu'au Ghana, où, par exemple, on travaille au niveau des céréales. Donc, ce sont tous des systèmes importants qui aussi sont composés de différentes variables, la population, et se basent sur plusieurs initiatives. Nous avons 5 paquets de travail. Nous avons, vous voyez, le premier qui travaille sur le statut actuel, les tendances et les dynamiques d'avenir. Le 2, les méthodes et les instruments de travail. Le paquet numéro 3, c'est la mise en œuvre de manière participative pour voir comment concevoir ensemble donc des systèmes pour une meilleure intensification de nos cultures de manière durable. Ensuite, donc le paquet numéro 4, c'est l'augmentation de nos capacités ainsi que le 5, surtout de nos compétences dans ce cas-ci. Donc, nous travaillons sur la programmation, le personnel, le budget et aussi donc la coopération avec nos différents partenaires. Euh, donc, nous avons un workshop donc à Montpellier du 17 au 19 mai. En 2022, il y aura donc la réalisation des activités dans 6 pays avec 7 systèmes différents. Donc, le 4, nous allons travailler sur le genre, des évaluations multicritères, l'augmentation des compétences et ensuite, enfin, ces groupes, nous travaillons avec les leaders de ces groupes, de ces programmes et du management également. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Fred. Alors, j'aurais dû vous le dire, donc Fred fait partie donc de notre groupe qui s'occupe de la conception de nouveaux systèmes. Et donc, c'est vraiment passionnant de voir le travail qui est mené pour l'intensification de ces systèmes et c'est bien de partager donc toutes vos expériences. Nous avons entendu la présentation de ces 7 systèmes qui vont être appliqués dans toutes les géographies. Donc, il s'agit vraiment d'un programme passionnant et nous vous souhaitons un bon succès dans votre travail. Et maintenant, nous allons passer à Rachel, qui est donc la vice-directrice générale du service recherche et développement, qui va nous parler de cette initiative de transformation du système. Merci beaucoup, Claudia. Merci beaucoup à tous les participants. Donc, vous voyez ce diagramme ici qui vous montre ces initiatives de transformation du système et l'impact dans 5 domaines. Vous voyez le changement climatique, il y a une nouvelle initiative. Nous examinons la biodiversité, bien évidemment. Nous examinons les communautés au niveau mondial. Il faut gérer donc nos systèmes alimentaires au sein des systèmes naturels existants. Nous devons travailler sur les légumes, mais aussi donc changer d'optique. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons aussi examiner les qualités de chance, de genre, la justice, la fragilité, par exemple, les problèmes dus au conflit. Et donc, il faut vraiment repenser au marché, procéder à une transformation numérique également. Alors, nous avons nos collègues du secteur génétique, nous savons ce qui se passe au niveau donc des entreprises agricoles. Il faut donc avoir une vision d'avenir et penser aux conséquences que la guerre en Ukraine va avoir sur nous tous et qui va comporter donc des changements importants. Il y a un rapport numéro
2023 sur donc les effets de l'atténuation et des changements climatiques. Comment s'adapter à cette situation, le problème des gaz à effet de serre, etc. Donc, il faut réduire les émissions gaz à effet de serre de 30%. Donc, ces initiatives aident vraiment à concrétiser tout notre travail pour qu'il ait un impact donc, il est important d'être toujours au courant, à jour de toutes les innovations. Nous allons entendre notre collègue qui va nous en parler, Raphaël. Donc, oui, nous travaillons et nous avons travaillé depuis un certain temps pour essayer de réunir tous ces éléments. Nous avons commencé par l'idée que ce système alimentaire mondial doit changer. Il faut soutenir davantage le système agricole, donner de meilleurs moyens de subsistance, effectuer des analyses menées tant par le secteur public que par le secteur privé pour réduire la pauvreté. Donc, il y a une grande partie de la population qui est exploitée. Il y a une perte importante aussi de nos ressources agricoles. Donc, cela a mené à une initiative d'atténuation qu'il faut améliorer. Donc, et 72% de ces ressources iront au sud du monde. Donc, nous avons beaucoup d'effets du réchauffement climatique qui sont irréversibles maintenant. Et notre objectif, c'est de garder la température, enfin, au niveau du changement climatique à moins de 1,50. Il y a les problèmes de la déforestation, des émissions. Et donc, nous avons cette initiative qui vise tous ces objectifs. Mais comment allons-nous travailler? Nous suivons une approche qui est conforme à l'article 2.3 de l'accord de Paris. Et donc, l'objectif de l'accord de Paris consiste à renforcer notre résilience et améliorer la gestion de tout cela. Donc, nous voulons réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a eu le rapport de l'IPCC et donc beaucoup de pays se sont fixés des objectifs pour réduire leurs émissions, pour donc réduire également la déforestation, mais il y a de nombreux obstacles. Il faut renforcer ces actions et souvent, ces problèmes sont au niveau institutionnel, économique, politique, etc. Donc, il faut pouvoir réduire les émissions dans nos systèmes agricoles et alimentaires. Donc, nous travaillons avec nos collègues et notre initiative a un élément très fort au niveau économique, financier. Nous voulons travailler ensemble sur tous les éléments que je viens de citer. Donc, l'objectif de notre initiative consiste à améliorer les capacités de nos parties prenantes pour qu'ils aient une meilleure capacité d'analyse dans les différents paquets de travail. Nous en avons 5, donc nous voulons améliorer la capacité de nos parties prenantes pour qu'ils puissent mieux utiliser l'analyse des données et tous les éléments et instruments que nous avons développés pour améliorer la gestion des émissions des gaz à effet de serre et pour développer donc des programmes au niveau national également. Donc, ça, c'est notre travail de base. Nous voulons travailler ensemble pour tester ces systèmes en nous basant sur la demande.
et nous voulons une participation active de la part de toutes nos parties prenantes. Nous voulons travailler donc avec toutes les parties prenantes au niveau local, national, pour développer de meilleurs instruments de programmation. Et enfin, nous savons que nous devons nous engager jusqu'au bout avec des faits, en nous basant sur des faits réels dans les approches que nous développons. Donc, après cette introduction, je dirais que nous avons fait des progrès dans la mise en œuvre de ces différentes stratégies. Donc, nous sommes en train déjà de mettre en œuvre différentes initiatives et donc de travailler en collaboration avec d'autres systèmes de transformation. Merci. So I'm going to jump back in, Lou. Oh, if, sorry, back over to Claudia. Not at all. My apologies. It's really great. Donc, c'est super d'entendre de vous, de Rachel, le système de transformation scientifique qui travaille dans toute cette gamme sur des questions fondamentales. Et c'est super d'écouter Louis sur le rôle central de l'agriculture pour atténuer les problèmes climatiques. Je sais que beaucoup de collègues travaillent très dur pour trouver des solutions climatiques et nous serons vraiment ravis d'avoir une voix très forte pendant la COP 27 en Égypte pour parler de cela. Donc, nous allons travailler avec l'hôte, avec l'Égypte, pour créer un espace pour contribuer à ces solutions à la COP 27. Donc, il y a beaucoup qui doit être fait en agriculture, beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations et de solutions dans tout le CGR et nous espérons pouvoir partager tout cela. Donc, tout un travail très, très intéressant. Nous avons donc pu parler de plusieurs des initiatives en cours et tout ça, c'est très passionnant. Et maintenant, nous allons revenir à certaines des questions que les gens posent sur les processus, sur les initiatives. Donc, je vais me tourner vers Fiona avec les questions sur le processus d'établissement de la liste des emplois des phases 3 et 4. Fiona, vous avez la parole. Merci beaucoup, Claudia, et bonjour à tous. Je voudrais remercier les collègues qui nous ont envoyé des questions très intéressantes. Nous avons reçu des questions intéressantes sur les phases 3 et 4. Un collègue en particulier nous a demandé où en sommes-nous? Sommes-nous au début, au milieu ou à la fin? Qu'en est-il de tout cela? Et nous voyons un grand intérêt pour tous ces postes. Donc, à partir de lundi, 65% des rôles de la phase 3 ont été annoncés et vous verrez que dans certains cas, les fonctions de la phase 4 commencent également à être annoncées sur la plateforme. Donc, nous sommes à différents stades du processus de sélection. Beaucoup sont déjà en entretien. Certains ont même terminé le processus d'entretien et la vérification des références. Nous attendons avec impatience l'annonce des premières nominations dans les 2 prochaines semaines. La liste de l'ensemble des rôles attendus en phase 3 et en phase 4 et de ceux qui ont été annoncés se trouve sur l'infopoint. Mes collègues ont mis un lien sur le chat où vous trouverez tout ce qui est à jour. Vous pouvez utiliser ce lien et peut-être que vous pouvez marquer ce lien. Et cela nous passe dans une très bonne position pour commencer à planifier la prochaine étape naturelle après les phases 3 et 4, à savoir la constitution d'équipes intégrées. Je sais que de nombreux directeurs mondiaux et régionaux et supérieurs seniors ont déjà pris contact avec leurs collègues du monde entier affiliés à des groupes afin de partager des informations et de planifier ensemble des méthodes de travail communes. Au sein de People and Culture, par exemple, tous les collègues affiliés se sont récemment réunis virtuellement en petits groupes pour mieux se connaître et comprendre comment nous travaillons actuellement dans nos différentes entités.
Lors de réunions séparées, les directeurs de ressources humaines des entités m'ont aidé à comprendre la place de chaque collègue des ressources humaines dans la nouvelle structure opérationnelle de People and Culture. Nous allons bientôt tester un processus simple de cartographie des talents au sein du groupe qui permettra à nos collègues de RH non seulement d'exprimer où se trouvent leurs talents et tout le travail qu'ils effectuent, mais nous aiderons à comprendre leurs aspirations. Donc, pour People and Culture, rien ne va changer immédiatement. Nous effectuons le même travail, nous reportons au même directeur, mais nous rassemblons les personnes et toutes les personnes qui font le même travail pour qu'ils puissent collaborer et apprendre les uns des autres et savoir comment ils doivent travailler différemment. Je sais que ce processus se passe dans différents groupes et les collègues hier nous ont parlé de leur stratégie, de leurs opérations et je sais que d'autres groupes commencent de telles conversations qui sont très importantes. Donc, pour nous, dans ces premiers groupes, nous commençons à détailler ce processus. Les leçons que les gens tirent de cet exercice sont très précieux. Elles sont importantes pour les plans que les autres groupes élaborent pour intégrer les collègues affiliés dans leur partie de la nouvelle structure opérationnelle. Et pour répondre à certaines des questions que j'ai vues dans le chat, je pense que ce processus est extrêmement important pour nous aider à nous assurer que nous n'augmentons pas la quantité de travail. Ça, ce n'est pas notre objectif. Nous voulons identifier des façons communes de travailler, mais nous ne voulons pas créer des niveaux supplémentaires là où elles ne sont pas nécessaires. On veut réduire les redondances et là où c'est possible, on va combiner nos efforts et travailler ensemble. Donc, quelles sont les leçons à tirer? Plutôt que d'avoir une approche Big Bang, certains groupes commencent à préparer ces premières étapes importantes pour amener les collègues affiliés à adopter des méthodes de travail communes de manière soigneusement planifiée, collaborative et progressive, afin de garantir la continuité des activités. Et nous espérons partager nos progrès, les leçons apprises qui seront consignées dans une note d'orientation afin de garantir une approche cohérente dans tous les groupes. Et enfin, en ce qui concerne les initiatives, ces initiatives sont très intéressantes et vont innover dans de nombreux domaines. Nous avons déjà mis en place des chefs d'initiative, des co-chefs d'initiative et des chefs de groupe de travail intermédiaire afin de garantir que les initiatives approuvées puissent rapidement passer à la phase de lancement. Et je voulais m'assurer pour souligner le mail, j'espère que vous l'avez vu, nous avons un nouvel espace où nous avons mis ensemble toutes les initiatives, toutes les opportunités qui seront disponibles et lorsqu'ils seront reçus par les leaders, ces opportunités seront postées pendant 5 jours parce que ce ne sont pas vraiment des emplois, mais c'est un pourcentage d'opportunités pour les emplois à plein temps. Nous avons partagé 100 opportunités aujourd'hui et j'espère que ce que vous voyez sur vos écrans aujourd'hui vous permettra de trouver des opportunités excitantes. Si vous êtes intéressé, marquez la page et vous pouvez enregistrer les notifications pour être sûr de ne rien rater. Maintenant, je vais m'arrêter là et je vous redonne la parole. Merci Fiona et je voudrais remercier toutes les personnes qui travaillent très dur dans ces recrutements de la phase 3 et 4. Nous planifions les prochaines étapes pour intégrer les personnes dans la nouvelle structure et il y a des mesures importantes prises pour créer des équipes d'initiatives inclusives. Ces initiatives ont été développées grâce au travail acharné, au talent et au dévouement de nombreux collègues et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre ces équipes sur la voie du succès. Ces premières étapes sont très importantes pour cela. Donc, je suis heureuse que le nouveau rôle de coordinateur d'initiative pour le ressourcement des personnes a été créé spécifiquement pour soutenir ce processus. C'est un grand travail de collaboration pour préparer le terrain sur la manière dont nous allons pouvoir travailler ensemble à l'avenir. Et maintenant, revenons à nos questions. Je vais demander à nos directeurs régionaux pour l'Afrique de l'Est, Dr. Harold
Corley de répondre à la première question. Quelle est la stratégie d'engagement des partenaires régionaux et nationaux? Et il présentera également un exemple de cette stratégie en action. Vous avez la parole, Harold. Merci, Claudia. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend. Bonjour à tous. Je voulais commencer en disant que l'engagement avec les partenaires, c'est un processus très complexe. Cela doit être géré avec soin. Et avec le partenariat, la division promotion, on a pu développer un cadre d'engagement qui a été endossé par le système. Maintenant, ce cadre d'engagement nous fournit un cadre pour l'engagement avec les partenaires dans les régions et dans les pays. Et c'est riche en informations. Et je vous conseille de lire ce document qui est très important. Nous sommes également conscients que la stratégie d'engagement pour les régions et les pays peut différer d'une région ou d'un pays à un autre. Donc, jusqu'à présent, avec le développement des stratégies d'engagement au niveau régional, au niveau des pays, en ce qui concerne tout cela, nous avons regardé les pays de premier niveau et en fait, ces termes peuvent être très offensifs lorsqu'on parle avec nos partenaires. Donc, ils ont fait un travail formidable pour identifier tout cela. Et nous sommes également conscients que les initiatives de recherche ont commencé leur travail. Nous avons entendu des choses de leur part et ces initiatives seront mises en place dans certains pays en Afrique. Et nous basons le développement de nos stratégies dans ces pays où nous avons commencé à lancer notre agenda de recherche de One CGIAR. Comme on ne peut pas le faire pour tous les pays dans la région et les régions en même temps, ce cadre d'engagement sera fourni au cours du processus et il y a des choses dont il faut se souvenir. L'alignement des visions, les missions, la définition des objectifs communs à accomplir, la flexibilité, la souplesse, la volonté de s'aligner, de s'engager de façon efficace au niveau régional selon les besoins et les priorités des pays et comment l'agenda de One CGIAR peut travailler avec nos partenaires et dans leur contexte. Et les partenaires doivent contribuer quelque chose, intégrer One CGIAR au programme des pays et aux programmes régionaux et trouver des façons innovantes pour travailler, pour atteindre des objectifs communs. Je voulais vous donner un exemple tangible de tout cela et cela va nous donner un cadre à tout ce que je viens de dire. Dans la région de l'Afrique de l'Est et du Sud, il y a une association pour renforcer la recherche dans l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Et il y a des recherches, des innovations qui se coordonnent pour faciliter la recherche dans tous les pays. Après les consultations régionales l'année dernière, dans la recherche de One CGIAR et dans notre agenda, j'ai été invitée à la 4e réunion des comités des directeurs régionaux des instituts de recherche dans l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Et ça a été une très grande réunion. Et au cours de cette réunion, nous avons eu l'opportunité de fournir des informations sur le processus de transition et les institutions ont noté les missions et leurs visions qui étaient alignées. Les deux institutions ont noté les propositions de valeur, leur partenariat. Les deux institutions se sont mis d'accord sur les principes et ont proposé des actions, des domaines d'action. Nous avons discuté les prochaines étapes dans ce processus d'engagement. Nous avons établi notre équipe pour développer notre stratégie d'engagement et nous avons parlé des résultats clés. Donc ça, c'est du travail en cours et nous allons continuer à utiliser ce modèle et l'améliorer lorsque cela sera nécessaire, lorsque on continuera avec nos partenaires au niveau régional et national. Et maintenant, j'aimerais redonner la parole à Claudia. Merci beaucoup, Harold. C'était formidable de voir la façon, vos réflexions,
l'engagement dédié des directeurs régionaux, ce qu'ils peuvent fournir pour leurs parties prenantes. Donc ça, c'est tout l'engagement du CG et qui a une très grande valeur. C'est une façon très efficace pour nous d'écouter vos demandes, de les entendre et d'arriver à des voies consensuelles avec les partenaires avec lesquels nous travaillons et pour lesquels nous travaillons. Donc, merci Harold. J'apprécie vraiment cette mise à jour. Et maintenant, j'aimerais me tourner vers quelque chose, c'est-à-dire l'avenir et l'avenir de nos semences. Et ce lancement a eu lieu il y a quelques semaines en Colombie et j'aimerais donner la parole à Juan Lucas. Merci. Merci à toi, Claudia. Bonjour à tout le monde, à tous les participants. Oui, j'aimerais partager avec toute notre communauté mondiale le grand résultat que nous avons atteint par ce lancement qui est le résultat de nombreux efforts au niveau aussi de la collecte de fonds pour la construction de cette plateforme extraordinaire de banque génétique que nous avons réalisée en Colombie. Donc, Claudia et Harold, vous avez parlé de ce cadre d'engagement et sans aucun doute, donc CGIAR l'a déjà exprimé sur Internet. Je vous invite à tout lire, à nous poser des questions, à tout ce que vous allez lire dans les jours à venir. Il est important donc de réunir notre communauté autour de ce projet, de cette réalisation. Alors, nous parlons d'installations, d'équipements qui sont situés dans notre campus à Palmyra en Colombie et qui peuvent donc accueillir pas seulement les cultures actuelles que nous sommes en train de traiter, mais il y a de la place aussi pour une coopération avec nos systèmes nationaux et donc pour d'autres cultures, pour une étroite coopération avec le CGIAR. Donc, c'est un projet qui a coûté 17 millions de dollars avec une campagne importante de collecte de fonds. Et donc, il s'agit de la première banque génétique de notre siècle. Et donc, on la considère comme la toute première banque certifiée, pas seulement pour le CGIAR, mais vraiment au niveau mondial. Nous voyons maintenant la diapositive suivante. Nous ne parlons pas seulement d'une banque génétique. Bien évidemment, notre mandat consiste à conserver et à distribuer ces ressources génétiques importantes, ces cultures que nous avons, mais nous avons programmé dans notre travail aussi des capacités d'innovation. Nous voulons travailler sur le numérique et nous voulons vraiment faciliter le processus de découverte, d'identification et de meilleure gestion de toutes ces ressources génétiques de la part de nos scientifiques et de nos partenaires pour donc développer de nouvelles solutions et pour mieux programmer nos activités dans ce cadre de transformation. Et il est important aussi de renforcer la prise de conscience sur le rôle vital qu'a la diversité de nos cultures. Et donc, il s'agit également de structures pour éduquer les nouvelles générations de scientifiques du monde tout entier sur ce travail si important. Et maintenant, j'aimerais vous montrer des photos de l'inauguration qui était vraiment extraordinaire. Nous avons eu Claudia, Marco et beaucoup de nos partenaires financiers et il s'agit vraiment d'un très bon système avec donc une coopération avec tous nos partenaires, avec les universités, la société civile, nos donateurs, le gouvernement aussi de Colombie. Et donc, vous voyez que tout le monde était là pour l'inauguration de ces installations et pour
pour aussi montrer l'engagement vis-à-vis de tout notre travail. Et aussi, nos investisseurs étaient là et le gouvernement de Colombie est l'un des investisseurs les plus importants dans ces équipements. Et donc, grâce à ce système, le gouvernement pourra les utiliser également, ces structures. Donc, tout le monde a bien participé. Nous allons voir l'image suivante. Nous avons eu deux surprises vraiment positives, deux éléments importants. Tout d'abord, la reconnaissance et le prix à Joe Comen qui a travaillé avec nous pendant une trentaine d'années environ, donc avec des résultats extraordinaires en conformité avec notre mandat. Et donc, c'est la personne qui a donc contribué à former de très, très nombreux de jeunes scientifiques. C'est ce qui a été reconnu par notre président. Donc, il s'agit d'un élément important, cette reconnaissance. Et ensuite, la cerise sur le gâteau, c'était la reconnaissance d'un membre de notre comité directeur avec donc la participation et l'investissement du fonds de Jeff Bezos également. Je vais vous montrer une petite vidéo maintenant. Alors, il y a eu un investissement au départ jusqu'à maintenant de 17 millions de dollars pour la construction de ces bâtiments. Je suis très heureux de pouvoir vous annoncer au nom du Fonds pour la Terre de Bezos d'un investissement supplémentaire de 6 millions de dollars de plus. Ceci va inclure donc 6 millions de dollars pour la construction et l'opération de la banque génétique, mais ce qui est plus important, il y aura 11 millions de dollars pour la recherche et la formation pour que cette grande banque génétique aboutisse à nos objectifs. Donc, de cette manière, nous avons ouvert une porte, une nouvelle porte. Nous avons des ressources supplémentaires pour cette banque génétique et nous avons ouvert des canaux de coopération avec d'autres partenaires financiers, ce qui est très important pour nous. J'aimerais conclure avec un élément important. Vous voyez ici la publication dans les médias de ces nouvelles. Vous voyez qu'il y a plus d'une trentaine de titres qui donc ont parlé de cette inauguration. Il s'agit donc pas seulement de recherche au niveau des universités, mais aussi de la gestion du sol, de l'eau. Donc, la presse a montré les opportunités extraordinaires qui seront donc réalisées grâce à ces installations. Donc, il s'agit d'une nouvelle et vraiment excellente aussi pour le CGIAR. C'est quelque chose d'important pour notre travail. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Claudia. Merci, merci et vraiment félicitations à tous ceux qui ont travaillé sur cette banque génétique et sur le programme Future Seed. C'était vraiment extraordinaire d'avoir été invité à cette inauguration. Et ce qui m'a permis, c'est le niveau donc de compétences de propriété de la part de la Colombie, le gouvernement, le président même qui est venu sur place et qui a souligné donc cet engagement historique avec le centre, depuis toujours d'ailleurs. Donc, c'est vraiment fondamental qu'il y ait ces centres. C'est vraiment la force de notre CGIAR. C'est vraiment
beau et de pouvoir constater cette collaboration. Et c'était merveilleux également de voir, il y a eu donc une réunion la veille de l'inauguration, de voir de si nombreux jeunes chercheurs et scientifiques qui participent au travail de cette banque génétique. Et ça, c'est vraiment magnifique. On voit quelle est l'importance du rôle de cette banque génétique. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a été repris dans la presse et nous comprenons pourquoi. Donc, c'était une grande inspiration pour nous tous. Je suis vraiment très fière de toute l'équipe et de tous les efforts qui ont été accomplis. Eh bien, maintenant, nous parvenons presque à la fin de notre webinaire. Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui, des questions qui n'ont pas toutes reçu des réponses. Donc, il y a quand même des réponses dans le Q&A. Donc, lisez le Q&A, lisez le chat, parce que pour les questions qui n'ont pas reçu de réponse, je vous promet que nous en avons pris bonne note et nous allons vous répondre par la suite. Et maintenant, j'aimerais donc faire un sondage. C'est ce que nous faisons toujours, donc des petites enquêtes sur le niveau de transformation auquel nous sommes parvenus. Donc, quel est notre niveau de progrès? Et donc, je viens donc d'entendre cette très belle nouvelle de la part de Joan Lucas et nous avons beaucoup entendu de nouvelles sur les nouveaux programmes de travail et nous souhaitons donc de poursuivre nos activités dans nos activités d'avenir et dans nos webinaires. Donc, dans notre sondage d'aujourd'hui, on vous demande ce que vous aimeriez entendre davantage dans les prochains webinaires. Nous avons 5 sujets, donc l'impact de la recherche, par exemple. Bon, ce n'est pas une liste exhaustive de sujets, donc si vous avez d'autres suggestions, bien évidemment, ce sont les bienvenus. Donc, pour nos webinaires d'avenir, sentez-vous vraiment à l'aise pour nous envoyer toute suggestion, donc à l'adresse transition, donc à CGIAR. Euh, euh, et enfin, vous voyez, voilà, vous êtes en train de répondre. Il y a un code qui a été publié à l'écran. Donc, nous voyons les résultats maintenant. Vous voyez qu'il y a énormément d'intérêt pour tous ces sujets, tous ces domaines. Donc, c'est excellent de constater cela. Vous voyez le progrès au niveau des initiatives qui, sans aucun doute, vous intéressent beaucoup tous. Oui, c'est vraiment très intéressant au fur et à mesure que ces initiatives prennent forme. Et j'aimerais vous dire aussi que tout le travail que nous avons présenté aujourd'hui, l'initiative, le processus de recrutement, le travail de nos systèmes, etc., tout cela crée vraiment des opportunités qui sont réelles, mais également vous a fait vraiment beaucoup travailler, faire des heures supplémentaires, enfin une charge de travail très importante. Et nous en sommes conscients vraiment, franchement. Il y a tous ces changements qui comportent donc des bouleversements, des changements importants. Nous savons qu'il y a beaucoup d'éléments de stress dans notre vie aujourd'hui. Donc, nous souhaitons aussi adopter des initiatives pour notre bien-être parce que c'est important d'éviter le burn-out. Nous en sommes conscients. Donc, il y a un groupe de travail qui a été créé pour voir quelles sont les bonnes pratiques, tant au sein du CGIAR, tant à l'extérieur, pour ensuite avancer des propositions, par exemple, avec des heures de
de travail plus flexibles ou alors à la définition de priorités du travail ou sur un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle. Donc, il est important de communiquer toujours avec nos points focaux et personnellement, donc, je suis impatiente de recevoir des propositions pour nous permettre à nous tous de mieux gérer le stress auquel nous devons faire face actuellement. En effet, nous avons besoin vraiment de garder un équilibre et que le bien-être soit toujours une priorité dans nos esprits. Très bien, je vois les résultats de ce sondage, c'est très intéressant et nous voyons donc que le financement, la collecte de fonds est très importante. Il est important donc de voir quelles sont les initiatives pour donc l'évolution aussi, et les possibilités de carrière pour notre personnel, l'impact de la recherche. Nous devrions être très fiers aussi de nos partenariats également. Ce sont des éléments très importants ainsi que les événements et les rencontres. Donc, merci pour votre participation d'aujourd'hui et merci aussi pour votre engagement dans cette phase de transition. Vous allez recevoir aussi un formulaire qui vous permettra d'exprimer votre retour sur ce webinaire, vos commentaires. Donc, utilisez cette possibilité pour que nous puissions mieux adapter ces webinaires pour pouvoir répondre de plus en plus à vos questions. Peut-être pas à toutes les questions, mais dans le temps à notre disposition, nous allons faire de notre mieux pour vous répondre de plus en plus. Donc, sur le InfoPoint, vous allez avoir dans les jours à venir l'enregistrement de cette session, mais surtout, nous vous souhaitons vous remercier pour votre engagement vis-à-vis de notre système. Donc, prenez soin de vous et donc, nous allons nous rencontrer à nouveau prochainement. Merci beaucoup de votre participation. À vous tous.